Imaginez une histoire d'amour de lycée qui tourne au cauchemar, où les promesses d'un avenir radieux se transforment en une lutte acharnée, en une haine viscérale, en une jalousie morbide, culminant dans une tragédie inimaginable. Alan Bates et Jessica McCord, autrefois jeunes et amoureux, se retrouvent piégés dans une spirale de rancœur et de vengeance. Comment une relation autrefois prometteuse a-t-elle pu mener à un double homicide glaçant? Préparez-vous à plonger dans les méandres sombres de l'affaire criminelle qui a choqué l'Amérique. Jessica Cullis, née en 1971, a grandi dans les banlieues paisibles de Birmingham, Alabama, un lieu où les apparences trompeuses pouvaient masquer les pires horreurs derrière des portes closes. Pour Jessica, l'enfance n'avait rien de paisible. Elle était marquée au fer rouge par une relation toxique avec son père biologique, George, un homme que l'on pourrait décrire d'un seul mot, brutal. Dans la maison des Cullis, la peur était la règle, et George le tyran. La violence ne se limitait pas aux coups, elle était aussi psychologique, sournoise, destructrice. Jessica racontait parfois à ses camarades de classe, avec une pointe de honte, que son père l'enfermait dans un placard pendant des heures. Sa faute? Elle l'ignorait souvent elle-même. Pour George, l'essentiel était d'imposer sa domination, de nourrir cette faim de contrôle qui consumait son âme. Quand Jessica avait 7 ans, sa mère, Diane, a eu le courage de briser ses chaînes. Elle a demandé le divorce et une ordonnance de restriction contre cet homme qu'elle qualifiait de dangereux, même capable d'un jour la tuer. Malgré la séparation, George continuait de revenir. Il rendait visite à ses enfants toutes les 2 semaines, une présence oppressante pour Diane et une source d'anxiété constante pour Jessica. La vie devait continuer. Diane s'est remariée avec Albert, un homme doux et aimant. Mais Jessica n'a jamais accepté ce nouvel équilibre. Albert représentait une autre figure d'autorité qu'elle refusait de laisser entrer dans sa vie. À l'adolescence, sa rébellion a pris forme. Elle rejetait tout, ses parents, l'école et même les autres. Ses camarades la décrivaient comme asociale. Elle passait son temps à se moquer des élèves populaires, ceux qui semblaient heureux, insouciants, tout ce qu'elle n'était pas. Jessica ne s'intégrait nulle part, préférant traîner avec d'autres jeunes en marge. Pourtant, en 1989, les rumeurs ont commencé à circuler dans les couloirs du lycée. Contre toute attente, Jessica avait réussi à attirer l'attention de la star de l'école, Alan Jeffrey Bates. Alan était tout ce que Jessica n'était pas. Un garçon prometteur, issu d'une famille respectable. Né en 1972, il était d'1 an son cadet. Populaire, charismatique et ambitieux, il cumulait les titres, chef de classe, joueur de football américain, élève modèle. Alan avait tout pour lui, y compris une file d'admiratrices qui l'ignorait poliment. Il préférait se concentrer sur ses études plutôt que de profiter de sa notoriété. Alors comment une fille aussi marginale que Jessica avait-elle réussi à le séduire? Tout a commencé en 1989, et on ne sait pas exactement comment la première rencontre entre Jessica et Alan s'est produite. Ils se voyaient certainement à l'école auparavant, car ils avaient de nombreuses activités communes, mais ils ont eu l'occasion de discuter l'un avec l'autre seulement pendant l'été, pendant les vacances. Cette relation a commencé par le fait que Jessica a décidé de séduire Alan. Et c'est probablement l'une des informations les plus importantes sur Jessica. C'était une fille qui devait obtenir tout ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que si elle se fixait un objectif, rien ni personne n'avait d'importance. Elle devait atteindre son objectif. Et quand elle a vu Alan, elle a décidé que c'était lui son objectif. Selon ses amis, c'est exactement ainsi que cela s'est passé. Et elle a pensé qu'elle obtiendrait rapidement Alan si elle utilisait ses atouts. Donc lors de leur première ou deuxième rencontre, il y a eu une intimité initiée par Jessica. Plus tard, elle a eu l'occasion de rencontrer Alan encore quelques fois. Et quand Alan a commencé à la connaître, à découvrir dans quelle famille elle avait grandi, d'où elle venait, il a commencé à éprouver de la compassion pour elle et a ressenti le désir de prendre soin d'elle. Jessica racontait des histoires très différentes, et parfois exagérées à Alan. Le fait qu'elle vivait avec sa mère et son beau-père était vrai, mais le reste de l'histoire ne l'était pas tout à fait. D'après ce qu'elle racontait, ses parents ne s'intéressaient pas à son éducation. Elle pouvait sortir et rentrer à la maison quand elle le voulait, et personne ne s'en souciait. Elle pouvait, comme dans ce cas, conduire jusqu'à un autre État en voiture
et personne ne faisait attention à cela. Mais selon les amis de Jessica, elle était rarement à la maison. Si seulement elle le pouvait, elle ne viendrait jamais du tout. Et quand elle rentrait enfin chez elle, il y avait toujours des disputes. Surtout avec son beau-père, car Albert était très exigeant. Il voulait que Jessica fasse ce qu'il lui disait, mais il ne pouvait pas la discipliner et la contrôler. D'autres amis de Jessica prétendaient que ses sentiments envers Alan n'étaient pas totalement sincères, car quand elle a commencé à sortir avec lui, elle voyait aussi un autre garçon. Elle se percevait comme un objet sexuel et l'utilisait dans ses relations avec les hommes. Elle était sexuellement active depuis l'âge de 14 ans. Quelques semaines après leur relation, Alan a commencé à douter des sentiments réels de Jessica. Un climat de tension a commencé. Mais avant la rentrée, ils ont recommencé à se fréquenter malgré leur relation chaotique. Autour d'eux, amis et proches étaient convaincus que leur histoire était vouée à l'échec, tant ils semblaient différents. Mais Jessica refusait de le laisser partir. Une semaine après une énième dispute, elle est apparue chez Alan avec une nouvelle dévastatrice. Elle était enceinte. Pour Alan, élevé dans une famille catholique stricte, la nouvelle a été un choc monumental. Leur relation n'avait duré que 6 semaines, et déjà, il se rendait compte qu'il ne l'aimait pas vraiment. Mais il était incapable de fuir. On lui avait toujours appris à assumer ses responsabilités. Autour d'eux, les amis d'Alan commençaient à murmurer que cette grossesse était peut-être planifiée, une stratégie de Jessica pour garder le contrôle sur lui. Mais Alan, dans sa candeur, refusait de le croire. Il a pris la décision de rester avec Jessica et de s'occuper de cet enfant. À 17 ans, ce garçon respecté, responsable et éduqué avait vu sa vie basculer en un instant. Jessica était enceinte. Il n'a pas eu le courage d'affronter ses parents face à face. Alors, dans le silence de sa chambre, il a pris un stylo et une feuille. Les mains tremblantes, il a rédigé une longue lettre. « Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Vous m'avez élevé différemment, mais je dois assumer mes actes. » Son frère se souviendra plus tard de ces mots, comme d'une confession douloureuse, le cri silencieux d'un jeune homme perdu. Pourtant, à sa grande surprise, ses parents n'ont pas crié, ni montré de colère. Joanne et Philip Bates, des parents aimants mais fermes, ont pris la nouvelle avec une sagesse déconcertante. Ils ont vu leur fils non pas comme un adolescent ayant commis une erreur, mais comme un homme en devenir, prêt à assumer ses responsabilités. Philip dira plus tard, « C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais élevé un homme. Il ne fuyait pas, il affrontait. Mais il fallait aussi penser à Jessica, cette jeune fille venue d'un environnement chaotique, que les Bates savaient instable. Ils lui ont ouvert leurs portes, leurs bras et leur maison, pour qu'elle puisse trouver un refuge. Pour Jessica, c'était une victoire silencieuse. Sa meilleure amie, choquée par ce soudain désir de garder l'enfant, se rappelait d'un tout autre Jessica. Quelques mois plus tôt, elle l'avait accompagnée pour un avortement. Alors pourquoi ce changement radical? Pourquoi voulait-elle soudainement ce bébé, alors qu'elle avouait n'éprouver aucun amour pour Alan? La réponse que Jessica a donnée à son amie était aussi énigmatique qu'inquiétante. « J'ai mes raisons. » Des raisons qu'elle a toujours gardées pour elle. Des raisons qui ressemblaient davantage à un calcul qu'à un instinct maternel. Le grand-père de Jessica, probablement plein de culpabilité ou d'un désir de bien faire, a proposé de payer pour l'accouchement dans une clinique privée. Tout semblait se précipiter et bientôt, les fiançailles entre Alan et Jessica seraient annoncées. Un mariage arrangé par la force des circonstances. Jessica a abandonné l'école et a emménagé chez les Bates. La maison familiale, qui avait toujours été un sanctuaire de sérénité, accueillait désormais une tempête silencieuse. Il y avait 5 personnes sous le même toit. Joanne, la mère aimante et protectrice. Philippe, le père fier et déterminé. Kevin, le petit frère de 11 ans, curieux mais troublé par cette nouvelle dynamique. Alan, le fiancé malgré lui, qui tentait de concilier ses rêves brisés et sa nouvelle réalité. Et de temps en temps, Robert, le frère aîné, qui ne pouvait s'empêcher de remarquer les tensions croissantes. Jessica s'est installée comme si tout cela lui était dû. Dès les premières semaines après son déménagement chez les Bates, Jessica a montré un autre visage. Elle s'est ouverte à chaque membre de la famille avec une aisance presque troublante, comme si elle savait exactement quoi dire pour les charmer ou pour les piéger. Autour de la table familiale, alors que les conversations tournaient souvent autour de banalités,
Jessica avait un talent particulier pour transformer les repas en véritables séances de confidences dramatiques. Avec des larmes maîtrisées, elle racontait son enfance, un tableau digne d'une tragédie, une famille brisée, une violence omniprésente, un père tyrannique, et même, tenez-vous bien, des plans de meurtre fomentés dans l'ombre. Tout le monde la regardait, les yeux écarquillés, suspendus à ses mots. Même Alan, qui ne savait plus quoi penser. Ces récits avaient un effet hypnotique. Était-ce de la compassion ou de la manipulation? Difficile à dire. Mais une chose était sûre, Jessica savait obtenir ce qu'elle voulait. À ce moment-là, Alan n'avait pas encore réalisé l'ampleur des mensonges. Il voyait en elle une femme blessée, une victime qu'il devait protéger coûte que coûte. Elle venait d'un foyer brisé, d'un divorce traumatisant. Elle méritait une vie stable, une chance de tout recommencer. Alors Alan, avec son cœur trop grand, s'est fait une promesse. Il allait lui offrir tout ça, à elle et à leur enfant. En janvier 1990, 2 mois avant l'accouchement, le couple s'est marié lors d'une petite cérémonie intime. Un mariage sans éclat mais plein de promesses. Et puis, le 20 mars 1990, leur fille Gabrielle a vu le jour. Une naissance qui aurait dû marquer le début d'un bonheur retrouvé. À l'hôpital, les familles se sont croisées pour la première fois. Les Bates, avec leur bienveillance habituelle, ont enfin rencontré Diane, la mère de Jessica, et son mari Albert. Et là, petite surprise, Albert n'avait rien du monstre que Jessica décrivait. Certes, il y avait de la tension entre lui et sa belle-fille, mais pour les Bates, il semblait être un homme ordinaire, un peu rude peut-être, mais travailleur. Il a même proposé à Alan de l'aider à trouver un emploi s'il avait besoin d'argent. Alors pourquoi ces récits horribles sur Albert? Pourquoi cette haine si profonde? Les Bates n'osaient pas poser la question. Face à Jessica, on n'était jamais sûr où s'arrêtait la vérité et où commençaient les mensonges. Ils ont donc laissé le sujet de côté et se sont concentrés sur Gabrielle. Après tout, cette petite fille méritait une enfance heureuse, loin des conflits et des rancœurs. Jessica et Alan ont vécu chez les parents d'Alan pendant encore 2 mois. Après cette période, ils ont déménagé chez les parents de Jessica pour une courte période. Ils ont décidé de déménager car Alan serait plus proche de l'école et Jessica pourrait se concentrer sur ses études pendant que sa mère s'occuperait de Gabrielle. Cependant, la réalisation de ces plans était impossible car Jessica se disputait quotidiennement avec sa mère. La relation entre Jessica et sa mère Diane a viré au cauchemar. 2 tempéraments explosifs. 2 bombes prêtes à détonner à la moindre étincelle. Ce déménagement censé rapprocher Jessica de ses études et offrir une stabilité à la petite Gabrielle a tourné au fiasco. Après seulement 4 semaines, Jessica a pris une décision radicale, retourner chez ses beaux-parents, avec une règle stricte. Elle a interdit à Alan de parler à sa belle-mère. Pourquoi? Alan l'a appris plus tard, comme un puzzle glaçant reconstitué pièce par pièce. Jessica voulait se venger. Sa mère, disait-elle, avait manipulé sa propre enfance, avait éloigné son père de sa vie. Alors maintenant, elle comptait faire subir à Diane la même douleur, un éloignement brutal et calculé. Gabrielle serait son arme, et elle contrôlait chaque interaction. Alan, lui, regardait tout ça avec une incompréhension croissante. Comment pouvait-elle priver sa fille de l'amour d'une grand-mère qui ne demandait qu'à l'aider? À cette époque, Alan avait terminé le lycée en juin 1990 et s'était inscrit à l'université de Montevallo. Passionné de théâtre, il rêvait d'un avenir où il s'occuperait des équipements de scène, un domaine qui alliait son amour pour les arts et son sens pratique. Mais Jessica ne l'entendait pas de cette oreille. Pendant qu'il avançait vers ses ambitions, elle restait à la maison, isolée, frustrée, jalouse. Alan répétait pourtant inlassablement « Jessica, nos familles peuvent nous aider. Gabrielle peut aller à la maternelle. Toi aussi, tu peux retourner étudier. » Mais Jessica trouvait toujours une excuse. Elle disait qu'elle voulait élever leur enfant elle-même, mais à y regarder de plus près, cela ressemblait surtout à une excuse pour garder Alan sous son contrôle. Cette même année, Philippe, le père d'Alan, leur a acheté une maison à rénover. Une vieille bâtisse centenaire, de style ranch, pleine de potentiel, mais nécessitant des mois de travail. Pour Alan, cette maison représentait un nouveau départ. Avec l'aide de son frère Robert, il passait ses week-ends à la retaper.
Entre les cours, les petits boulots et sa famille, Alan ne s'arrêtait jamais. Il livrait des repas, travaillait sur des chantiers et gagnait même quelques dollars en chantant dans une chorale. Mais chaque moment supplémentaire passé loin de Jessica était une source de tension. Quand Jessica s'est mise à assister à ses concerts, ce qui aurait pu être un simple soutien s'est vite transformé en un spectacle gênant. Elle se mettait à l'accuser publiquement de regarder les autres filles, de les séduire, de les toucher. Imaginez Alan sur scène, en plein travail, rougissant sous les regards gênés de ses collègues. Jessica, elle, ne voyait que des rivales imaginaires. Sa jalousie était incontrôlable. Et quand Alan avait décroché le travail de ses rêves au théâtre, s'occupant du matériel technique, Jessica avait trouvé un nouveau terrain de guerre. Elle débarquait sur le campus à l'improviste, créant des scènes devant les collègues d'Alan, l'accusant d'infidélité, d'avoir des aventures dans les coulisses. Alan, humilié mais résigné, subissait. À la maison, le quotidien était une roulette russe. Quelle Jessica allait apparaître aujourd'hui? Parfois, elle était cette mère attentionnée, aimante, qui souriait à sa fille et semblait parfaitement épanouie. D'autres fois, une simple contrariété pouvait la transformer en tyran domestique, semant le chaos autour d'elle. Pour les amis du couple, Jessica avait toujours eu deux visages. Une douceur calculée d'un côté, une fureur incontrôlable de l'autre. Et Alan restait. Malgré les humiliations, malgré les disputes incessantes, il ne partait pas. Pourquoi? Parce qu'Alan, dans toute sa bonté presque naïve, était un homme qui assumait ses responsabilités. Pour lui, la famille passait avant tout. Il avait été élevé avec des valeurs solides. Un père de famille reste auprès de sa femme quoi qu'il arrive. Il croyait que c'était son devoir, sa mission. Et ainsi, leur relation se poursuivait, bancale et explosive, jusqu'à l'arrivée de leur deuxième fille, Virginia, en novembre 1992. Pour Alan, chaque nouvelle naissance était une promesse d'avenir. Pour Jessica, peut-être une nouvelle chaîne pour garder son mari à proximité. Une chose était certaine, l'étau se resserrait lentement autour de ce jeune couple, tandis que personne ne voyait encore ce qui était en train de se dessiner dans l'ombre. Les choses ont commencé à se dégrader sérieusement dans le mariage d'Alan et Jessica à mesure que leur quotidien devenait une spirale infernale d'épuisement et de tensions non résolues. Les frères d'Alan, Kevin et Robert, ont été parmi les premiers à remarquer que quelque chose clochait. Kevin, qui avait alors 16 ans, rendait souvent visite à Alan à Montevallo pour lui donner un coup de main, que ce soit pour s'occuper des enfants ou rénover la maison achetée par leur père. Mais très vite, Kevin a vu des signes inquiétants. Alan, habituellement jovial et optimiste, semblait s'éteindre. Entre ses études, son travail à plein temps au théâtre et les responsabilités de père, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Pendant ce temps, Jessica, au lieu de partager la charge, semblait presque profiter de la situation. Kevin se souvient que chaque fois qu'il venait aider, Jessica disparaissait, prétextant des sorties avec une amie, le laissant gérer les enfants et les corvées. Et lorsque Kevin et Alan trouvaient un moment de légèreté, riant ensemble au milieu des travaux, Jessica trouvait le moyen de ramener l'attention sur elle. Elle prétendait se sentir mal ou inventait une excuse dramatique pour interrompre leur complicité. Kevin, déconcerté, avait tenté de discuter avec son frère. Mais Alan, fidèle à son habitude de trouver des excuses au comportement des autres, lui avait simplement répondu « Elle traverse peut-être une dépression post-partum ». Alan s'accrochait à cet espoir fragile, pensant qu'il s'agissait d'une phase, qu'avec le temps, Jessica redeviendrait une épouse aimante et une partenaire à ses côtés. Mais soyons honnêtes, ce n'était pas une dépression post-partum. Jessica avait choisi cette approche des relations et de la vie. Elle prenait, exigeait, manipulait. Pour les proches et les amis du couple, il était évident que ce mariage partait en lambeaux. Mais Jessica, fidèle à elle-même, ne voulait surtout pas être blâmée pour l'échec. Alors, dans un acte de manipulation calculée, elle a commencé à diffuser des rumeurs absurdes. Elle racontait qu'Alan lui avait demandé de coucher avec ses amis, une accusation scandaleuse, mais aussi tellement invraisemblable que personne n'y a cru. Quand Alan a appris cette calomnie, c'en était trop. Déterminé à sauver ce qui restait de sa dignité, Alan a pris une décision radicale. Il a déménagé dans une résidence universitaire, à l'abri des regards accusateurs et des manipulations constantes. Là-bas,
Il passait la majorité de ses journées épuisé mais résolu. Il revenait à la maison uniquement lorsque cela était nécessaire pour s'occuper des réparations ou pour voir ses enfants. Malgré tout, Alan n'a jamais tourné le dos à ses responsabilités. Il envoyait de l'argent à Jessica pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de Gabriel et Virginia. Il jonglait entre études et travail, sacrifiant son propre bien-être dans l'espoir qu'une fois son diplôme en poche, il pourrait offrir à sa famille une vie meilleure. Kevin, dans une réflexion amère sur cette période, a confié « Elle s'attendait à ce qu'il soit tout pour elle, mais elle dépensait chaque dollar qu'il gagnait. » Et c'était vrai. Jessica ne contribuait en rien, mais exigeait tout. Un gouffre émotionnel et financier. Pour Alan, c'était une danse sur un fil qui menaçait de céder à chaque instant. Mais à ce moment-là, il croyait encore. Il croyait pouvoir recoller les morceaux, redonner vie à une famille qui s'effondrait autour de lui. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Jessica ne le laisserait jamais partir indemne. Alan poursuivait ses études avec acharnement, jonglant avec ses multiples responsabilités. De son côté, Jessica, toujours désireuse d'être au centre de l'attention, a décidé de prendre des cours supplémentaires. Mais, comme toujours, ses motivations allaient bien au-delà de l'éducation. Jessica, jalouse des réalisations de son mari, ne supportait pas de le voir réussir. Chaque diplôme, chaque réussite professionnelle d'Alan était perçue par elle comme un affront personnel. Elle se sentait constamment en compétition avec lui, interprétant ses succès comme un rappel cruel de ce qu'elle considérait comme ses propres échecs. Alan, fidèle à sa nature bienveillante, ne voyait rien de tout cela. Il encourageait Jessica, lui répétant qu'il était fier d'elle et qu'il la soutiendrait dans tout ce qu'elle entreprendrait. Mais pour Jessica, cette bienveillance était une insulte déguisée. Elle voulait que les gens croient qu'elle était une victime, et elle était prête à tout pour inverser les rôles. Elle a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Alan la frappait. Mais les gens ne l'ont pas cru. Alan était connu pour être doux et respectueux, et les exagérations de Jessica étaient déjà bien connues. Voyant que son plan échouait, elle a changé de stratégie. Elle a continué à suivre des cours, mais pas pour apprendre réellement. Elle voulait juste donner l'impression qu'elle était débordée, incapable de gérer ses responsabilités de mère. Elle exigeait qu'Alan prenne en charge la majorité des responsabilités domestiques, mais Alan, déjà submergé par ses études, son travail à plein temps, les rénovations de leur maison et d'autres obligations, n'avait tout simplement plus de temps à donner. Au début de l'année 1993, le chaos a pris une nouvelle dimension dans la relation entre Alan et Jessica. Tout a commencé par un prétendu voyage d'études que Jessica devait faire dans le cadre de son cours d'histoire. Selon ses dires, elle se rendait à Washington pour une excursion éducative. Alan, comme toujours, a accepté cette excuse sans poser de questions, mais cette fois il aurait dû. Ce voyage, loin d'être académique, cachait une vérité bien plus sombre. Jessica était partie avec son amant. Alan, toujours confiant, n'a découvert la supercherie que par un coup du sort. Lorsqu'il a appelé Jessica pendant son séjour à Washington, une voix masculine s'est fait entendre en arrière-plan. Ce détail insignifiant pour certains a éclaté comme une bombe pour Alan. Jusqu'à ce moment, il avait refusé de croire ses amis qui tentaient de l'avertir des infidélités de sa femme. Mais cette fois, il n'y avait plus de doute. Alan, furieux et blessé, a confronté Jessica au téléphone. Il lui a ordonné d'arrêter de mentir et de lui révéler toute la vérité. Mais Jessica, dans un accès de colère, a répliqué qu'il n'avait encore rien vu. Et elle est revenue à la maison pour terminer cette conversation en face à face. Ce voyage à Washington portait un secret encore plus dérangeant. Plus tard, Jessica a confié à ses amis qu'elle s'y était rendue pour subir un avortement, affirmant que l'enfant qu'elle portait n'était pas celui d'Alan. Selon ses propres mots, aucun médecin à Birmingham ou dans les environs ne voulait la traiter en raison du nombre d'interventions qu'elle avait déjà subies. Mais connaissant Jessica, il est impossible de déterminer où s'arrête la vérité et où commence le mensonge. Après le retour de Jessica, Alan savait que le moment était venu de mettre fin à ce mariage toxique. Il a appelé son frère, Robert, pour qu'il vienne chercher ses filles afin de les protéger d'une confrontation inévitable. Ce week-end-là, les enfants ont été emmenés chez leurs grands-parents. Pendant ce temps, Alan faisait ses valises, prêt à partir définitivement. Quand Jessica est rentrée et a vu Alan empaqueter ses affaires, la situation a pris un tournant terrifiant. Elle s'est dirigée vers la cuisine
et est revenu avec un couteau. Alan, sans perdre son sang-froid, a continué à rassembler ses affaires. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte, le couteau a été violemment planté dans le bois, manquant de peu son visage. Alan, fidèle à sa nature pacifique, a choisi de ne pas appeler la police. Il ne voulait pas causer de problème à Jessica, même après tout ce qu'elle lui avait fait. Il a simplement chargé sa valise dans la voiture et a quitté la maison, laissant derrière lui un mariage en ruine. Quand il a raconté l'incident à ses proches, tout le monde a convenu qu'il ne devait pas retourner seul à la maison pour récupérer ses affaires. À la fin du week-end, Alan est donc revenu avec son frère aîné. Ce qu'ils ont découvert ressemblait à une scène de film d'horreur. Les photos d'Alan avaient été arrachées des murs, perforées et mutilées. Ses affaires personnelles avaient été brûlées ou déchirées, réduites en cendres dans la poubelle. Il n'y avait plus rien à sauver. Pour la famille d'Alan, cette séparation était à la fois un soulagement et une tragédie. Le mariage, qui avait commencé de façon chaotique, s'était terminé de manière tout aussi dramatique. Pourtant, Jessica racontait une version bien différente à ses amis. À sa meilleure amie, elle a affirmé qu'Alan l'avait jetée, elle et les enfants, hors de la maison, la laissant désemparée. Pendant quelques semaines, Jessica vivait avec ses filles dans un appartement à Montevallo. Cependant, lorsqu'elle a découvert qu'Alan avait déménagé chez ses parents pour lui laisser leur maison, elle est revenue vivre avec lui. Contrairement à ce que pensait la meilleure amie de Jessica, ce divorce n'a rien eu de paisible. Après le dépôt des papiers, Jessica accusait Alan de maltraitance, de l'empêcher d'étudier et de ne pas subvenir à leurs besoins. Alan, méthodique, a prouvé le contraire en documentant chaque paiement et transfert, discréditant ses accusations devant le tribunal. Malgré cela, Jessica continuait à répandre des rumeurs, affirmant qu'Alan était un père indigne et un homme abominable. Elle rejetait sur lui tous ses échecs, même ceux liés à ses études. Bien qu'Alan souhaitait rester présent dans la vie de ses filles, Jessica l'en empêchait souvent, déménageant même chez ses parents pour compliquer les visites. Elle entretenait également une image négative d'Alan auprès des enfants, leur racontant qu'il ne se souciait pas d'elle lorsqu'il manquait involontairement des rencontres. En 1995, le divorce a été prononcé et Jessica a obtenu la garde des enfants, s'installant dans leur maison rénovée à Montevallo. Alan, convaincu que les enfants devaient rester avec leur mère, a continué à leur fournir un soutien financier bien au-delà de ce qui était légalement requis. Pourtant, Jessica a persisté à lui attribuer tous ses malheurs et à limiter ses contacts avec leur fille, rendant la situation de plus en plus tendue et conflictuelle. Pendant un moment, Jessica a complètement détourné son attention d'Alan. Une autre personne, Barry, a capté tout son intérêt. Cet homme, lié à Jessica par leurs souvenirs du lycée, a été agréablement surpris lorsque, des années plus tard, elle a pris l'initiative de renouer avec lui. Cela flattait son ego, certes, mais Jessica, comme toujours, avait des motivations plus sournoises. À ses amis, elle avait confié son espoir secret, que cette nouvelle relation pousse Alan à réaliser ce qu'il avait perdu. Manipulation ou vengeance déguisée. Le style typique de Jessica. Mais pour Barry, tout cela était une énorme source de malaise. Loin de vouloir s'immiscer dans une bataille d'ex-conjoints, il a tenté d'inciter Jessica à apaiser les tensions avec Alan et à faciliter les contacts entre lui et ses filles. La réponse de Jessica a été cinglante. « Ce n'est pas ton affaire » et conduit, Barry a vite abandonné l'idée d'intervenir. Quant à Jessica, elle était bien trop occupée par cette nouvelle relation pour s'occuper de ses filles. Elle les a confiées à ses parents, préférant s'installer avec Barry et couper presque tout contact avec Alan. Pour Alan, cette période a été particulièrement éprouvante. Chaque tentative de joindre ses filles se heurtait à un mur. Les proches de Jessica, avec une désinvolture glaçante, prétendaient ne pas avoir de nouvelles d'elle depuis des mois. Ce n'est qu'après de longs mois d'efforts qu'Alan a fini par retrouver sa trace. Ce qu'il a découvert l'a laissé perplexe. Jessica était enceinte, de jumelles, mais le destin, cruel ou équitable selon les points de vue, a frappé. Elle a perdu sa grossesse et ses proches, dans un rare moment de lucidité, l'ont convaincue de reprendre ses responsabilités et de s'occuper de ses filles. Pendant que Jessica jouait avec le chaos de sa vie sentimentale, Alan, lui, avançait. Il a achevé ses études, décroché son diplôme et s'est plongé dans le monde qu'il avait toujours rêvé d'intégrer, celui du théâtre. Travaillant en coulisses avec l'équipement,
il a finalement trouvé un poste de directeur dans un théâtre historique en Alabama. C'était la fin de 1995 et pour Alan, une période de renouveau semblait enfin se profiler. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Tara. Tara, née en mars 1971, incarnait cette rare combinaison de curiosité intellectuelle et de détermination. Dès ses 20 ans, elle avait quitté sa zone de confort pour étudier à Londres, avant de poser ses valises aux États-Unis pour se consacrer aux mathématiques. Mais, comme un appel irrésistible, sa véritable passion pour l'histoire de l'art l'avait finalement emportée. En Alabama, elle avait été embauchée pour travailler sur un projet historique au théâtre local, tout en rédigeant sa thèse sur la conservation du patrimoine. Elle avait prévu de n'y rester que quelques mois avant de partir dans le Maryland pour poursuivre un diplôme prestigieux. Cependant, la vie avait d'autres plans pour elle. Tara n'était pas simplement cultivée et ambitieuse, elle était exceptionnelle. Avant même d'avoir atteint 25 ans, elle avait parcouru le monde, accumulant une richesse d'expérience qui la rendait unique. Tout comme Alan, elle n'avait pas cherché l'amour. C'était une femme focalisée sur ses objectifs, sur ses rêves. Mais lorsqu'elle a rencontré Alan au détour de ce projet, tout a changé. Elle a su, instantanément, que cet homme était celui avec qui elle voulait partager sa vie. Leur passion commune pour l'art et l'histoire les ont immédiatement rapprochés. Les randonnées en pleine nature, les discussions profondes sur la vie et leur vision partagée de l'argent et des valeurs humaines ont scellé leur complicité. Tara voyait en Alan une âme calme, réservée, mais profondément sûre de lui. Un homme qui, malgré ses cicatrices émotionnelles, représentait une stabilité qu'elle recherchait sans même s'en rendre compte. Quand la date de son départ pour le Maryland s'est approchée, Tara a pris une décision qui témoignait de la puissance de leurs sentiments. Elle a annoncé qu'elle abandonnait tout, ses études, son travail, ses projets d'avenir. Elle voulait être avec Alan, coûte que coûte. Ce geste d'une intensité rare avait, au début, effrayé Alan. Après tout, il n'était pas un homme sans bagage. Il portait encore le poids de son passé et de son ex-femme, Jessica, une tornade capable de transformer une vie en cauchemar. Il ne voulait pas entraîner Tara dans ce chaos, mais parfois, l'amour a le dernier mot. La famille d'Alan avait su trouver les mots justes pour le convaincre. Pourquoi laisser passer une telle chance? Pourquoi renoncer à l'amour par peur d'un spectre du passé? Kevin Bates, le frère d'Alan, a immortalisé l'impact de Tara sur son frère avec une phrase touchante. « Elle était une belle âme forte. Elle faisait briller mon frère. Elle était la compagne idéale pour lui. C'est ainsi que nous imaginions sa partenaire. Tara, lumineuse et résolue, a transformé la vie d'Alan, lui offrant un amour sincère et authentique, une rareté dans son univers marqué par les blessures du passé. Mais Jessica, fidèle à elle-même, n'a pas pu rester longtemps en marge lorsque l'existence de Tara, la nouvelle compagne d'Alan, lui a été révélée. C'était un choc pour elle, une véritable blessure à son ego. Elle ne pouvait supporter l'idée qu'Alan soit heureux, et encore moins avec quelqu'un d'autre. Alors elle s'est lancée dans une mission personnelle, prouver qu'elle pouvait elle aussi gagner. Toujours dans la même semaine, elle a jeté son dévolu sur un homme qu'elle a rapidement charmé. Mais fidèle à son style, elle n'a pas mentionné l'existence de ses enfants. Non, Jessica s'est réinventée, s'est construite une image parfaite, bien loin de la réalité. Le cycle s'est répété. Jessica a emménagé chez ce nouvel homme, confiant ses enfants à sa mère pour ne pas être encombrée. Elle a interdit à Alan tout contact avec leur fille, de peur qu'il découvre son nouveau déménagement et demande la garde. Mais cette nouvelle relation, bien sûr, ne s'est pas arrêtée là. Peu de temps après, Jessica est tombée enceinte. Une grossesse qui, cette fois, semblait planifiée. Enfin, par une seule personne dans cette équation. Jessica avait entendu une rumeur selon laquelle son partenaire allait bientôt hériter d'une somme importante. Elle voyait déjà les billets défiler, imaginant une pension alimentaire conséquente en cas de séparation. Mais le rêve s'est brisé net. Il s'est avéré que cet héritage n'allait jamais arriver. Pragmatique, ou devrais-je dire opportuniste, Jessica a mis fin à sa grossesse. Ironie du sort, quelques mois plus tard, elle est retombée enceinte, mais cette fois après s'être déjà séparée de cet homme. En 1997, Jessica a donné naissance à son troisième enfant,
un fils dont le nom est gardé confidentiel pour des raisons légales. Ce fut un autre rebondissement dans une vie qui ressemblait de plus en plus à un roman chaotique. Cette naissance a donné lieu à une bataille judiciaire. Le père de l'enfant a été contraint de payer une pension alimentaire de 800 $ par mois, une somme considérable pour l'époque. À titre de comparaison, Alan versait seulement 400 $ pour ses 2 filles, mais les ennuis n'étaient jamais loin avec Jessica. Lorsque ces 800 $ n'arrivaient pas régulièrement, elle a alerté la police. Résultat, son ex-partenaire a été envoyé en prison et la pension a été réduite de moitié. Pendant ce temps, les rencontres entre Alan et ses filles restaient chaotiques. Lors d'une visite, Jessica, dans un accès de rage, a griffé le visage d'Alan et l'a poussé dans les escaliers, le conduisant à l'hôpital. Avant que la police, alertée par les voisins, n'arrive, Jessica a eu la brillante idée de se frotter contre un mur, créant de fausses marques sur son corps pour accuser Alan. Aucun des deux n'a porté plainte, mais lorsque Jessica a fini par casser le bras d'Alan quelques semaines plus tard, la famille de ce dernier a insisté pour qu'il signale l'incident. Une enquête a été ouverte, mais Jessica, fidèle à son mode opératoire, n'a pas tardé à recentrer son obsession sur Alan. Elle était obsédée, et cela allait bien au-delà de la simple rancune. Jessica connaissait chaque détail de la vie d'Alan, ses horaires, ses trajets, ses nouvelles acquisitions. Quand il s'est acheté une nouvelle voiture, elle a immédiatement acheté le même modèle, de la même couleur. Lorsqu'elle a appris qu'il prévoyait de se marier avec Tara, elle a tout fait pour saboter leur relation. À chaque visite prévue entre Alan et ses filles, elle trouvait un prétexte pour partir, empêchant ainsi les retrouvailles. Mais en 1999, les choses ont changé. Jessica a rencontré un homme du nom de Jeff Kelly McCord, qu'elle appelait Kelly. Policier de métier, Kelly était tout ce que Jessica recherchait, calme, réservé et surtout malléable. Avec lui, Jessica semblait avoir trouvé une nouvelle cible à manipuler, mais son obsession pour Alan ne s'était pas complètement éteinte. Elle avait simplement trouvé une autre manière de nourrir ses ambitions. Jessica n'était pas une femme qu'on pouvait ignorer, encore moins un ex-mari heureux avec une nouvelle vie et une partenaire épanouie. Ainsi, quand elle a appris qu'Alan avait refait sa vie avec Tara, elle n'a pas vu cela comme une libération, mais comme une déclaration de guerre. Et quel meilleur moyen de riposter que de jeter son propre mariage à la figure d'Alan. Son stratagème était simple, se remarier avant lui pour éclipser son bonheur. Et en 1999, elle a épousé Jeff McCord, un policier calme et malléable qu'elle pouvait manipuler à sa guise. Mais la jalousie maladive de Jessica n'a pas diminué pour autant. Lors du mariage d'Alan et Tara, ses filles, Gabrielle et Virginia, étaient demoiselles d'honneur. Jessica, accompagnée de Jeff, était présente. Un sourire en coin? Peut-être. Mais derrière ce sourire se cachait une haine viscérale, une incapacité totale à accepter que son ex-mari puisse être heureux sans elle. Après le mariage, Alan avait espéré que cette cérémonie pourrait réconcilier les familles et instaurer une paix durable, mais ce fut tout le contraire. Jessica, furieuse, a coupé tout contact, empêchant Alan de voir ses filles. Les raisons? Elles sont devenues évidentes en 2001, lorsqu'on a appris qu'elle s'était cachée de son ex-mari, après avoir donné naissance à un fils avec Jeff. Ce secret n'était que la partie émergée d'un iceberg de rancune. Jessica, toutefois, ne pouvait pas échapper éternellement à la justice. Condamnée à 10 jours de prison pour avoir enfreint les dispositions du divorce en empêchant Alan de voir ses filles, elle a vécu cela comme une humiliation insupportable. Pour elle, Alan était responsable de toutes ses frustrations, et c'est à ce moment que son esprit tordu a accouché de l'idée la plus macabre, tuer Alan et Tara. Jeff, d'abord sceptique, a cru que Jessica ne faisait que se défouler après sa peine de prison. Mais à mesure que le temps passait, il a réalisé que Jessica ne plaisantait pas. La haine avait tellement consumé son esprit qu'elle voyait le meurtre comme la seule issue. Elle a su convaincre Jeff que leur unique option était de se débarrasser des Bates. Le 15 février 2002, le plan diabolique a pris forme. Alan et Tara, venus chercher les filles pour un week-end chez les parents d'Alan à Atlanta, ne se doutaient de rien. Mais Jessica et Jeff, eux, étaient prêts. Ils avaient soigneusement orchestré chaque détail, allant jusqu'à échanger les horaires de Jeff avec son collègue pour s'assurer d'un week-end libre.
Lorsqu'Alan et Tara ne sont pas arrivés à Atlanta comme prévu, l'inquiétude est montée chez les Bates. Leur absence semblait inexplicable. Les appels aux hôpitaux, les signalements à la police, tout restait vain. Et alors que la famille s'inquiétait, un agriculteur a fait une découverte macabre. Une voiture en flammes, abandonnée sur une route. Lorsque les policiers ont ouvert le coffre, ils ont trouvé des restes humains calcinés. La plaque d'immatriculation, miraculeusement préservée, a permis de remonter à une agence de location de Birmingham. La voiture avait été louée par Alan Bates. Pour Philip Bates, le père d'Alan, une chose était claire. Jessica était mêlée à cette affaire. Il n'avait aucun doute. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus chez Jessica et Jeff. Leur récit, un scénario absurde. Ils prétendaient qu'Alan et Tara ne s'étaient jamais présentés pour récupérer les enfants. Puis, d'un ton presque théâtral, Jeff a ajouté qu'ils étaient allés voir un film après avoir dîné chez les parents de Jessica. Il a même sorti un ticket pour prouver son alibi, comme s'il avait tout anticipé. Mais quelque chose clochait. Leur comportement, leurs détails précipités, tout sentait le mensonge. Les enquêteurs, bien que sceptiques, n'avaient pas encore toutes les pièces du puzzle. Mais une chose était certaine. Cette affaire allait prendre une tournure beaucoup plus sombre et terrifiante. Dès le lendemain de la découverte macabre, l'autopsie a dévoilé une vérité bien plus sombre que l'incendie initialement suspecté. Une balle, intacte, a été retrouvée parmi les restes humains. Alan et Tara n'étaient pas morts dans les flammes. Ils avaient été abattus. Le feu, une tentative désespérée et sordide d'effacer les traces d'un double homicide. Armés de cette information, les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition pour la maison des McCord. Ce qu'ils ont trouvé ne laissait aucune place au doute. Du papier peint dans le sous-sol, fraîchement changé, portait des traces de sang. Derrière cette façade récemment rénovée, une balle était logée dans le mur. Sur une table basse, des éclaboussures de sang ont été identifiées comme appartenant à Tara. La maison, si ordinaire en apparence, dissimulait les vestiges d'une scène de crime brutal. Sentant l'étau se resserrer, Jessica et Jeff ont tenté de fuir. Mais leur cavale n'a pas duré. Ils ont été arrêtés en Floride et inculpés de 2 chefs de meurtre au premier degré. Les preuves accumulées contre eux étaient accablantes. Le procureur a proposé un accord à Jeff, témoigner contre Jessica en échange d'une peine allégée. Mais Jeff, fidèle à cette femme qui l'avait entraîné dans une spirale infernale, a refusé. Lors de son procès, il a choisi de tout avouer, sans accuser sa femme directement. Le récit de Jeff a révélé une vérité glaçante. Alan et Tara étaient tombés dans un piège soigneusement préparé. Lorsqu'ils sont arrivés chez les McCord pour récupérer leur fille, les enfants étaient déjà chez les parents de Jessica, garantissant que les Bates seraient seuls. Jeff a décrit l'effroyable déroulement des événements. Alors qu'il tentait de faire la conversation avec Tara, il a tiré 2 fois sur elle, la tuant sur le canapé où elle était assise, pensant innocemment que les filles se préparaient à partir. Alan, touché par 2 balles, a tenté de ramper hors de la maison, désespéré d'aider sa femme. Mais Jeff n'a montré aucune pitié et l'a achevé d'un dernier tir. Avant de rendre son dernier souffle, Alan l'a maudit. Le couple a enveloppé les corps dans des draps et les a placés dans le coffre de la voiture louée par Alan. Sur la route, Jeff s'est débarrassé des douilles et de l'arme avant d'incendier le véhicule dans une zone isolée. Ils sont ensuite retournés à la maison, ont pris une douche et sont allés au cinéma, croyant naïvement que cette sortie leur fournirait un alibi. Leur comportement après le meurtre n'a fait qu'aggraver leur cas. Jessica a été vue en train de demander à un vendeur comment utiliser les téléphones d'Alan et Tara, cherchant à effacer toutes les preuves de leur présence chez eux. Le procès, débuté en février 2003, a révélé l'ampleur de la haine de Jessica. Alors que tous les proches d'Alan et Tara ont témoigné contre elle, seule sa mère, Diane, a osé défendre sa fille avec des faux témoignages, ce qui lui a valu une condamnation pour parjure. Le 15 février 2003, Jessica a été condamnée à la réclusion à perpétuité, 1 an jour pour jour après le meurtre des Bates. Jeff, qui avait plaidé coupable pour éviter la peine de mort, a été condamné à la même peine en avril de la même année, avec possibilité de libération conditionnelle après 14 ans. Mais en 2017, cette demande lui a été refusée. Jessica, enceinte pendant le procès, a donné naissance à son 5e enfant en prison. Après son divorce d'avec Jeff, elle a repris son nom de jeune fille, Bates.
une ironie tragique et cruelle, comme un ultime affront à l'homme qu'elle avait tué. Cette affaire est une démonstration glaçante de l'obsession et de la haine qui ont conduit à une tragédie insensée. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Prenez soin de vous et rendez-vous dans notre prochain épisode. À bientôt.